Pourquoi j'écris? Pour que la vie soit plus diverse. Parce que c'est ce que je sais faire. J'écris tous les matins. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis. 15h, 15h55. Sur la radio des auditeurs. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis. 15h, 15h55. Sur la radio des auditeurs. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. On a souvent pour habitude de dire que pour développer un pays, on a besoin de ressources, peut-être pétrolières, on a besoin de faire beaucoup de commerce. C'est peut-être vrai, mais avant tout, on a besoin de ressources humaines bien formées, de ressources humaines à même de protéger et surtout de conserver ce que nous avons comme richesse. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire aujourd'hui d'amener les uns et les autres à lire, à la lecture. La lecture transforme. La lecture façonne, la littérature et la lecture construisent, les deux. Alors, nous avons pour cet après-midi un livre qui vous intéressera forcément. Le titre du livre, c'est Petite fille frustrée. C'est le docteur Ndi Désiré qui l'a écrit. Elle est jeune médecin généraliste camerounaise. Elle est née le 8 mai 2000, c'est-à-dire qu'elle a 25 ans cette année. C'était à Yaoundé. Diplômée de la faculté de médecine et de sciences pharmaceutiques de l'université de Douala, elle est originaire de la région du littoral dans le département de la Sanaga-Maritime. Auteur passionné de voyage, de culture et surtout marqué d'une volonté sans cesse de transmettre son savoir, eh bien Petite fille frustrée est son tout premier roman avec son expérience dans l'enseignement, notamment dans la préparation au concours de médecine et de soins. Alors, elle est déjà avec nous en studio. Docteur, bon après-midi et bienvenue sur le point littéraire. Bon après-midi Jean-Jacques, bon après-midi aux auditeurs. C'est un plaisir de t'accueillir. Je rappelle que tu n'es pas en ce moment dans la ville de Yaoundé. Du moins, tu ne travailles pas à Yaoundé. Non, je ne travaille pas à Yaoundé. Vous êtes en ce moment à Ebolova. Dans le sud du pays. Alors, comment ça se passe à Ebolova? Est-ce qu'on s'adapte bien? Tout se passe bien de l'autre côté? Oui, c'est ma deuxième terre. Je dirais que c'est le village de ma mère. Donc, je suis à l'aise à Ebolova. Je suis comme à la maison. Et tu es à la maison. Alors, le livre que tu nous présentes aujourd'hui est sorti il y a quand même quelques mois. Parce que normalement, on devait faire cette émission depuis plusieurs semaines. Mais malheureusement, les contretemps et agenda. Alors, aujourd'hui, quelle est la réception que le grand public a eue de votre ouvrage Petite fille frustrée? Quels sont, on va dire, les comptes rendus, sinon les appréciations qui viennent des lecteurs qui ont déjà eu le livre entre leurs mains? En gros, les appréciations étaient plutôt bonnes. Le livre a été bien reçu. Il faut noter que depuis
la dédicace qui a eu lieu le 4 mars à la librairie des peuples noirs ici à Yaoundé. Le livre a été bien accueilli, que ce soit par les proches, que ce soit par des lecteurs. Et c'est vrai que nous avons également des retours qui ne sont pas toujours positifs, qui ne sont pas toujours Alors, que disent les gens qui n'apprécient pas? Parce que généralement, on n'en parle pas beaucoup. Bon, c'est un premier ouvrage. Oui. Il y a beaucoup de corrections à apporter et moi, je les prends dans le bon sens. Oui. De toutes les façons, on dit souvent le premier ouvrage, c'est vraiment d'abord l'entame. Et avec le temps, on se forge sa propre personnalité sur le plan de l'écriture. Donc, c'est normal. Et heureusement, vous preniez avec, on va dire, avec beaucoup de considération ce qui est dit. Ça vous permet notamment de forger. Alors, qu'est-ce qu'un docteur en médecine fait dans la littérature générale? Ça, c'est une question qui revient beaucoup. Oui. Il faut dire que j'ai toujours été passionnée de lettres. Depuis le secondaire, j'écrivais déjà. Et puis, bon, la médecine m'a appelée, mais je me suis dit, il faudrait qu'à un moment donné, que je revienne à ce que j'ai toujours aimé, qui sont les lettres. Les premiers amours en littérature, c'était quoi? Des petites histoires qu'on écrivait dans des petits cahiers, ou on appelait ça quoi? Des cahiers secrets? Je ne sais pas comment on appelait ça encore. Voilà, le journal intime. Est-ce que c'était d'abord ça? Bon, moi, j'avais pas de journal intime. J'avais plutôt des petits cahiers où je griffonnais des histoires. C'était réellement des contes, réellement des histoires inventées. Qui est la petite fille fusquée? La petite fille fusquée, c'est Chloé. Ce n'est pas moi, malheureusement. C'est Chloé. Oui, c'est Chloé. C'est une fille ordinaire qui est née dans un milieu modeste et qui doit sortir du cocon familial très vite lorsqu'elle obtient son baccalauréat. Alors forcément, l'histoire vient de quelque part. C'est l'environnement, ce sont des histoires racontées, des personnes côtoyées. C'est un mélange de tout, c'est un mélange de moi-même. Il faut noter que j'ai grandi à Yaoundé, je suis née à Yaoundé et que j'ai fréquenté à Douala pendant 7 années. Donc il s'agit d'un mélange de mon expérience, un mélange du vécu des autres et des histoires inspirées. Alors, Chloé, c'est une petite fille qui vit dans une localité qu'on appelle Ndjombe. Elle est tranquille, elle vit avec sa famille et décide d'aller dans le milieu universitaire. Déjà, on voit très vite que l'histoire nous amène à entrer dans le milieu universitaire et ses réalités, mais surtout l'influence des compagnies autour de ces jeunes qui sortent du milieu familial. Alors, en tant que jeune à l'époque, est-ce que vous avez connu également ces mêmes réalités? Du moins, regardez comment les gens se comportent lorsqu'on arrive à l'université. Est-ce que c'est facile de garder le cap, de garder ses valeurs, de garder sa personnalité lorsqu'on arrive dans un environnement aussi différent? Non, c'est pas facile, il faut le noter. Surtout lorsqu'on ne vit pas avec la famille, lorsqu'on est dans un milieu où on peut facilement se laisser détourner. C'est vraiment des réalités qui continuent d'exister aujourd'hui. Changement de partenaire, sexualité précoce. Ici, il y a une jeune fille qui a 17 ans seulement, commence à se lancer dans l'activité sexuelle. Vous êtes médecin, forcément au quotidien, vous rencontrez des jeunes filles de cet âge-là et peut-être un peu plus jeunes. Qu'est-ce qui peut expliquer finalement le phénomène, la précocité au niveau de la sexualité? La précocité au niveau de la sexualité, elle est influencée par l'environnement, notamment les compagnies, notamment les réseaux sociaux. Dans la plupart des cas, ce sont les causes qui sont énoncées. Oui. D'abord, la mauvaise compagnie. Nous sommes en vacances en ce moment. Il y a beaucoup de jeunes demoiselles qui sont libres de monter les sambans. Les parents lâchent un peu du lest en se disant que ce sont les vacances et donc elles doivent s'amuser. Alors, comment est-ce qu'on arrive à prévenir, sinon à sensibiliser la jeune fille de ce que il y a des actes qui peuvent avoir des répercussions plus tard sur l'avenir? Je pense que tout part d'abord de l'éducation. L'éducation à la maison. Chaque parent devrait prendre le soin d'expliquer à son enfant quels sont les dangers liés à la sexualité, notamment les infections sexuellement transmissibles, les maladies sexuellement transmissibles. Parler également de la prévention pour ceux qui sont un peu plus âgés avec les moyens de prévention tels que les préservatifs, tels que les mesures de contraception contre les grossesses précoces. Alors, comment est-ce qu'on aborde le sujet avec ses enfants? C'est pas toujours évident, hein, surtout lorsqu'on n'a pas eu des parents qui, eux, à leur tour,
avait abordé la question avec nous. Je suis peut-être mal placée pour dire comment ça doit se faire, étant donné que moi, j'ai pas d'enfant. Mais avec mes patients, ce que j'essaye de faire, c'est d'aborder la situation comme une grande sœur, comme une tata. Donc, je ne peux pas mieux dire que ça. Elles sont forcément curieuses, elles veulent savoir des choses. Quel est le type de préoccupation que les jeunes qui ne sont pas encore actifs vous posent lorsqu'elles arrivent, lorsqu'elles vous consultent? Des jeunes pas encore actifs ne m'ont pas encore posé ces questions. Il faut noter qu'à l'hôpital, la plupart des malades ne disent pas toujours la vérité. Ah bon? Donc, la plupart de mes patients qui posent des questions sont déjà sexuellement actifs. Et vous le savez, mais vous nous dites mot. Vous êtes malheureusement encadré par le secret professionnel. Alors, vous avez choisi le livre pour parler d'un mal qui n'est peut-être pas très connu par le grand public, le cancer du col de l'utérus. Alors, comment est-ce que il s'agit de quoi? Comment ça se manifeste? Dans quelles conditions on peut l'attraper? Il faut noter que le cancer du col de l'utérus, contrairement au cancer du sein, il n'est pas très connu. On n'en parle pas beaucoup sur les plateformes. Le mois dernier, le mois de juin, était par exemple le mois de juin vert, réservé à la lutte contre le cancer du col, qui n'est pas encore très connu comme octobre rose. Donc, il faut noter que le cancer du col se contracte comment? Lors d'une infection par le Human Papilloma Virus, donc qui est une infection qui, à la longue, va entraîner des modifications au niveau du col. On parle de dysplasie et quelques années plus tard, on va parler de cancer. Donc, c'est purement sexuel, s'il faut le dire ainsi. Il faut dire que le changement de partenaire, le fait de ne pas également se protéger, ce sont des facteurs de risque. Oui, ce sont des facteurs de risque. Vous ajoutez même que le fait d'avoir beaucoup d'enfants constitue également un facteur de risque. Tous les facteurs qui influencent le col, notamment la précocité des rapports, un col encore fragile qui est déjà exposé, la multiplicité des partenaires, c'est-à-dire le multiple risque d'être en contact avec le virus, la fragilité due aux infections sexuellement transmissibles qui ne sont pas bien traitées, et aussi, comme vous l'avez cité, les multiples grossesses, les multiples accouchements. Parce que d'ailleurs, à l'intérieur du livre, je crois que c'est en avant-propos ou dès l'entame du livre, il est indiqué que beaucoup de mamans vont se vanter qu'elles ont fait avec, elles n'ont connu que le père de leurs enfants, avec qui elles ont fait 8, 9 enfants. Et vous dites que le chiffre est un peu énorme. Alors, la proportion raisonnable, c'est laquelle? On devrait peut-être aller dans 2, 3 enfants, c'est bon? Parce qu'en Afrique, les enfants, c'est la richesse, donc on en veut un peu plus. Ça, c'est une question piège. On va dire que j'ai dit à la radio, arrêtez d'accoucher à tel nombre. Oui. Dans le cadre du cancer du col, même un seul enfant peut vous exposer si votre partenaire vous a transmis le décidément. Donc, proportion, donner un nombre, c'est vrai que le fait d'avoir plusieurs grossesses, ça nous expose. Il y a même des ruptures utérines, il y a vraiment beaucoup de facteurs. On prend des risques lorsqu'il s'agit de donner la vie. Peut-être c'est pour cette raison qu'il faut avoir du respect pour les mères. À se mettre leur vie en danger pour donner la vie. Alors ici, il y a le cancer du col de l'utérus. Vous avez dit il faut éviter de commencer tôt. Alors, à partir de quel âge on peut se dire que c'est l'âge convenable pour une jeune fille qui veut se lancer dans l'activité sexuelle? Encore que pour nous, parce qu'il faut préciser, pour nous, l'idéal serait que ce soit dans le cadre du mariage. C'est-à-dire qu'attendre le plus longtemps possible. Enfin, ça c'est c'est peut-être l'idéal. Mais dans des conditions actuelles où on sait que les jeunes filles sont hyper actives très tôt, alors vraiment, quel âge on peut considérer comme étant l'âge de la maturité avant d'entretenir un rapport sexuel? Bon, restons dans un cadre précis. Dans le cadre de la lutte contre le cancer du col, comme facteur de risque, on a la précocité des rapports avant l'âge de 17 ans. C'est pour ça que l'héroïne, elle a 16 ans lorsqu'elle entame ses premiers rapports. Mais sinon, vraiment, comme vous l'avez dit, il est mieux de le faire dans le mariage. Il faut attendre le plus longtemps possible. Ça ne va tuer personne, paraît-il. Alors, je ne suis pas sûr que tout le monde soit d'accord. Mais bon, je pense qu'il faut attendre le plus longtemps possible. Si on parlait de l'histoire un peu. À l'intérieur, vous mettez quand même en scène une jeune demoiselle, Chloé.
Et il y a on va dire son premier amour. Vraiment, on va l'appeler comme ça. Parce que c'est avec, je crois c'est Ulysse. Ulysse, oui. Ulysse, voilà, je suis arrivé. Alors, avec lui, elle rencontre un monsieur qui au départ est tout tendre. Mais il se peaufine plus tard un peu comme une histoire de dépendance affective, de naïveté. Alors, je ne sais pas trop quel est le message qu'on veut nécessairement passer à la jeune fille. Faut-il entrer dans une relation amoureuse? Dans quelles conditions? Comment est-ce qu'on s'y prend? Parce qu'il n'y a pas une école où on apprend à se comporter dans une relation. Je crois que c'est le seul cours qui n'existe pas à l'école. Malheureusement. Comment est-ce qu'on devrait se comporter dans le cadre d'une relation? Je pense qu'on devrait entrer dans une relation lorsqu'on est un peu mature. Pourquoi pas avoir la vingtaine? Mais dans le cas où cela n'est pas possible, il serait mieux de se faire encadrer, que ce soit par la famille, que ce soit par des aînés, pour mieux prendre les décisions. Se faire encadrer, c'est-à-dire qu'il faut en parler aux parents, parler de la relation aux parents? L'idéal, ce serait le cas. Est-ce que les parents acceptent facilement d'entendre de ce type de discours à un certain âge? C'est vrai que c'est compliqué, mais dans chaque famille, on a toujours une grande cousine, une grande sœur à qui on peut parfois se confier. À qui on peut tout dire. Ah bon. En espérant qu'on peut effectivement tout dire. Vous avez parlé de la mauvaise compagnie. Comment est-ce qu'on choisit ses amis? Est-ce que les parents doivent avoir le droit de regard sur le type de compagnie de leurs enfants? Et déjà que pour le cas d'espèce, malheureusement, Chloé ne reste pas avec ses parents directs, elle est avec sa tante. Alors, comment est-ce qu'on procède pour éviter de se retrouver dans le piège des mauvais amis? Je vais encore interpeller les parents. Moi, je pense que les parents devraient vraiment avoir un droit de regard. De temps en temps, quand un ami vient rendre visite à votre enfant, prenez la peine même de le faire asseoir, de discuter avec lui, d'échanger avec lui pour savoir il s'agit de qui, il vient de quelle famille, qu'est-ce qu'il apporte à mon enfant. Donc, en fait, passer ce dernier à l'audition. Un peu. Parce que généralement, est-ce que c'est bien perçu par les enfants? Dans la plupart des cas, il y a des enfants qui n'aiment vraiment pas que les parents soient un peu trop proches de leurs amis. C'est mal perçu, mais à la longue, ça porte du fruit. Ça porte vraiment du fruit. De contrôler qui vient, qui entre, avec qui son enfant traîne. Surtout qu'aujourd'hui, on le dit, la dynamique veut bien. Cette dynamique, elle veut que très tôt, on s'adonne à des activités, notamment consommation d'alcool. Allez, on veut être fun. Enfin, je ne sais pas si ça se dit encore comme ça. Mais à un âge, on a besoin de se libérer, de découvrir des choses. Alors, comment est-ce qu'on fait pour canaliser son enfant? Faut-il interdire les sorties? Faut-il interdire la consommation d'alcool? Encore que si on interdit, on peut pousser ce dernier à notamment chercher à savoir ce qui se passe dehors. Le bon parent doit faire quoi? Imposer des règles fermes, strictes. On ne rentre pas après 19h. On ne boit pas d'alcool quand on est chez moi. On ne sort pas avec des tenues bizarres. Le bon parent doit être strict, mais pas trop. Le bon parent doit imposer des limites. C'est vrai qu'il doit avoir des moments de relâchement pendant les vacances. Des moments de relâchement. Mais pas trop. Quel type de relâchement? Parce que parfois la tolérance apporte également des abus. C'est vrai que la tolérance apporte également des abus. Mais je me dis que si on ne fait pas confiance à son enfant, on ne pourra jamais savoir de quoi est-ce qu'il est capable ou pas. Un peu de confiance. Avec un peu de méfiance. Avec un peu de méfiance. On revient dans quelques minutes. With MTN, let's return Cameroonian football to its glory. MTN, for the passion of football. So, what are we doing today? Royal FM, la radio des auditeurs, votre radio.
Avant de retrouver le docteur Désiré Ndi, rappelons quand même que cette semaine, il y a plusieurs rendez-vous littéraires qui sont très attendus. Il y a notamment le café littéraire avec, pour inviter Yvette Balana, livre au programme, Le pain de ma grand-mère. Ceux qui sont partis, ce sera à la médiathèque de l'Institut français du Cameroun, à Yaoundé précisément. Alors ce sera le samedi 12 juillet, à partir de 12h. Donc il faudra attendre samedi pour ce café littéraire-là, avec ce livre Le pain de ma grand-mère. Ceux qui sont partis, c'était à la médiathèque de l'Institut français de Yaoundé. Alors, il y a la dédicace du livre d'Esther Véronique Boyala, Le cri de ma préhistoire. Alors, lorsque le cri de la plume de la poétesse Esther Véronique Boyala vous appelle pour danser, exhorter et chanter, cela donne un recueil de poèmes, Les cris de ma préhistoire. Alors, le livre est présenté le samedi 12, toujours le samedi 12 juillet 2025. Mais cette fois-là, ce sera à 15h. Il y a Yaoundé effectivement à 15h pour la présentation de ce livre-là. Il y a Miss Littérature Afrique 2025. L'événement est un peu plus loin, il est un peu plus lointain. Ce sera le 26 juillet 2025 à 19h, notamment au Palais des Congrès. Il s'agit d'abord d'une belle demoiselle, mais une belle demoiselle qui sait lire, qui aime lire et peut-être qui écrit. Ça, c'est pour Miss Littérature Afrique 2025. Une autre dédicace d'ouvrage, là nous vous conseillons vivement, c'est Cameroun 25 questions, réponses sur la présidentielle 2025. 25 questions, réponses sur la présidentielle. C'est un livre écrit par Georges Alain Boyomo. La dédicace, c'est donc le mercredi 9 juillet 2025, donc dans quelques jours exactement, dans un hôtel de la ville de Yaoundé. Je le dis notamment à partir de 15h. On a dit c'est mercredi. 25 questions, réponses sur la présidentielle 2025. C'est une année électorale, donc nécessairement le livre vous apportera un certain nombre d'éléments de réponse autour, notamment de ces questions-là. Et toujours le même mercredi, mais cette fois-là à 17h, il faudra faire un tour, notamment à l'Institut Goethe à Yaoundé, pour suivre l'après-midi du livre, avec le livre de Yvette Nunga. Amnésique, c'est le titre de ce livre, Amnésique. Et puis, la modération des échanges, ce sera une affaire du professeur Chantal Bonono. C'est à Goethe Institut de Yaoundé. Voilà quelques rendez-vous quand même qu'il ne faut pas manquer. On va rappeler également la cérémonie de dédicace de l'ouvrage de Valérie Aïda. Elle est journaliste. Elle est autrice et journaliste à la CRTV. Sa cérémonie, ou alors la cérémonie de dédicace de son ouvrage, c'est le jeudi 10 juillet 2025 à 15h à la médiathèque de l'Institut français du Cameroun de Yaoundé. Oui, c'est évidemment au niveau de la pharmacie du lac. Et le thème autour des échanges, parce que le livre a déjà pour titre l'Odyssée du Tokna Massana. Voilà, l'Odyssée du Tokna Massana. C'est le titre du livre, et puis les échanges vont tourner autour notamment de la portée socio-culturelle et historique du livre. Voilà quelques rendez-vous de cette semaine. Alors on retrouve le docteur Ndi Désiré, Petite fille frustrée, c'est le titre du livre. Vous savez que c'est bien distinct tout cela. Alors, finalement, le livre s'adresse à qui, docteur? Le livre s'adresse à la jeune fille, le livre s'adresse aux familles et le livre s'adresse à tous les lecteurs. Pourquoi la jeune fille d'abord? La jeune fille pour sensibiliser sur le cancer du col de l'utérus, sur les IST. Maintenant, tous les lecteurs? À tous les lecteurs, comme je l'ai dit plus haut, il ne suffit pas seulement de sensibiliser la jeune fille, mais il faudrait également sensibiliser les familles, sensibiliser les partenaires des jeunes filles, afin d'éviter les IST à répétition. Les parents ont une grosse responsabilité. Il s'agit d'un travail d'éducation, d'un travail de suivi, d'un travail de veille sur les enfants. À l'intérieur, quand même, vous parlez d'un aspect que nous avons trouvé très intéressant, la question de l'enfant. Les enfants. En Afrique, avoir des enfants, c'est considéré comme étant une richesse. Et à l'intérieur de l'ouvrage,
celle qui est comme la mère de substitution lorsque Chloé va à Yaoundé, a des difficultés d'enfantement et essuie beaucoup de moqueries. Alors, vous, souvent à l'hôpital, vous recevez certainement des personnes qui rencontrent ces difficultés. Quels sont les mots qu'on peut trouver pour consoler une femme qui n'a pas encore eu la chance d'avoir un enfant? C'est vrai qu'il n'existe pas de mots assez forts pour consoler une mère qui n'a pas encore enfanté. Heureusement, la médecine aujourd'hui, elle a évolué à travers la fécondation in vitro et même également la loi permet aujourd'hui d'adopter des enfants. La fécondation in vitro, le processus est quand même encore assez cher. Hein? Oui. C'est beaucoup d'argent et il faut également dire qu'il y a des probabilités que ça échoue. Également. C'est-à-dire que vous pouvez entamer une procédure, je dis vraiment n'importe quoi, en ayant mis 1 million de francs CFA et puis vous n'avez pas la chance de pouvoir avoir cet enfant. Alors, lorsqu'on arrive, j'ai dit une femme comme celle-là, elle arrive à l'hôpital. C'est pas évident, mais il faut bien trouver des mots pour apaiser son cœur, donner confiance à cette dernière, surtout qu'il y a déjà la belle-mère qui exige. C'est vrai que vous êtes des médecins, mais quelquefois vous faites également de l'accompagnement psychologique. Il faut trouver les bons mots. Tout le temps. Et les mots viennent en fonction de la personne que l'on a devant nous, de la situation qu'elle nous décrit. On essaie autant que se peut de trouver des mots justes, de trouver des gestes appropriés. En 2025, on a bien du mal encore à comprendre qu'il existe encore de la stigmatisation à l'égard des personnes séropositives. Dans le cas du livre, un enfant adopté, et elle a je veux dire qu'elle est déclarée séropositive, mais cet enfant rencontre beaucoup de... Comment est-ce qu'on arrive à sensibiliser encore aujourd'hui sur cette question qui, de mon point de vue, semblait être quelque chose d'ordinaire? C'est-à-dire ne pas stigmatiser les personnes qui sont touchées par le VIH-Sida. Globalement, c'est ce qui est dit. Globalement, tout le monde dit on ne stigmatise pas, mais lorsqu'une personne est connue dans la société, les gens ont tendance à ne pas vouloir s'approcher d'elle, à ne pas vouloir utiliser le même verre d'eau qu'elle. Donc les stigmatisations existent encore malheureusement. Et qu'est-ce qui pourrait... Et pourtant, il y a eu des avancées quand même notables dans le domaine de la médecine. Il est possible, et ça je parle sous votre contrôle, de vivre avec la maladie si on a une hygiène de vie assez propre, on peut vivre longtemps. Oui, on peut vivre longtemps avec le VIH. Il suffit également de prendre son traitement afin de baisser la charge virale et donc de ne pas pouvoir transmettre la maladie à son partenaire ou à ses enfants. J'avais également appris qu'il était possible pour une femme séropositive d'avoir des enfants séronégatifs à condition de se faire suivre. Oui, oui. Et pourquoi donc la stigmatisation se poursuit dans ce contexte-là? Je ne saurais vous donner de réponse exacte. Les mentalités surtout. Surtout, c'est un problème de mentalité. Aujourd'hui, on a la tranche d'âge des personnes, ils sont des jeunes adolescents qui sont très actifs, on l'a dit. Le message qu'on devrait leur porter aujourd'hui, c'est peut-être quoi? D'abord qu'il faut attendre le plus longtemps possible avant de se lancer dans l'activité sexuelle ou simplement de ne pas le faire. Je pense qu'il y a une phrase qu'on récitait beaucoup quand on était un peu plus jeune, c'était abstinence, fidélité et puis condom. Ces trois phrases, ces trois mots expliquent également ce qu'il y a lieu de faire. S'abstenir lorsqu'on n'est pas prêt, lorsqu'on n'est pas bien encadré, lorsqu'on n'est pas bien informé. Lorsqu'on se lance, être fidèle à son partenaire et plus tard, pourquoi pas utiliser des méthodes de protection. C'est vrai que vous avez dit que dans le livre, il y a beaucoup de choses vues, mais il y a quand même à l'intérieur des éléments qui amènent le lecteur à beaucoup réfléchir, notamment sur les questions je vais dire, des pratiques de sorcellerie. Il paraît qu'à l'intérieur, le cygne était un jeune ambitieux qui voulait rapidement avoir de l'argent et qui s'est retrouvé dans des loges et devait normalement offrir des jeunes filles en sacrifice. Est-ce que ce danger-là, les jeunes filles en ont pleinement conscience? Qu'il y a des jeunes hommes
tels que vous les présentez dans le livre, avec des épaules carrées, des visages... C'est-à-dire que l'homme ordinaire, est-ce qu'elles ont conscience effectivement que ces hommes qui ont de beaux visages, avec de belles voitures, une certaine indépendance financière, peuvent également représenter une menace? Je pense que les jeunes filles ont pleinement conscience de la situation, mais l'appât du gain, la vie, le rêve d'une meilleure vie, ça les plonge à se laisser un peu aller. À se laisser aller. Est-ce autour de vous, vous avez connu des jeunes filles qui avaient des sugar daddy? Oui, il y en a beaucoup en milieu universitaire. En milieu universitaire. C'est-à-dire que les hommes, et pourquoi les motivations étaient exclusivement financières? En grande partie. À ce d'autres trouvent que les hommes d'âge mûr peuvent représenter également une source de protection. En milieu universitaire, c'est assez compliqué de le dire parce qu'il faut noter que la suivi, c'est la première règle d'or. Quand on se retrouve avec des jeunes filles qui sont presque abandonnées par leur famille, elles réfléchissent à comment ça sortir. Votre livre a été publié aux éditions La Voix du Livre. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment l'aventure s'est-elle déroulée? D'abord, l'arrivée du manuscrit jusqu'à la finalisation. Comment la collaboration s'est passée? La collaboration a commencé comme un film, il faut le dire. Après avoir essuyé 3 ou 4 échecs, en ayant envoyé le manuscrit par mail à des maisons d'édition, j'ai reçu un mail des éditions La Voix du Livre me disant avoir été intéressé par le roman, voulant me rencontrer pour en discuter et voir dans quelle mesure le publier. Le publier. Vous avez été d'accord, on l'imagine. Oui. Alors, quelles sont les exigences qu'il fallait remplir, notamment en termes de relecture de l'ouvrage? L'ouvrage a été relu. Est-ce qu'on vous a demandé d'enlever des pans de l'histoire que vous auriez peut-être voulu garder? Bon, c'est vrai qu'en relisant, je me suis rendu compte que des pans de l'histoire qui ont été enlevés étaient nécessaires. Mais par contre, l'interdit, pour moi, c'était de changer le titre. C'était l'interdit pour moi. Pourquoi l'interdit? Pourquoi le titre de Petite fille fusquée? C'est vrai qu'en fait, à l'intérieur, on a une jeune demoiselle qui manque de confiance en elle parce qu'elle estime que le physique qu'elle a, ce n'est pas ce qu'elle veut avoir. Encore que, généralement, la question de beauté, elle est relative. Il y en a qui sont un peu enveloppés, qui souhaiteraient être un peu plus minces, si je peux le dire ainsi. Petite fille fusquée, pourquoi? Petite fille fusquée parce que ça a été une évidence. Lorsque j'ai fini d'écrire le livre, je me suis dit, ce livre parle de tellement de frustration que connaissent les jeunes filles. Il faudrait que ça soit en rapport avec jeunes filles et frustration. Oui. Et bon, petite fille, ça sonnait mieux. Petite fille. Et d'ailleurs, à l'intérieur, il y a un homme qui dit à Chloé qu'elle est une petite fille fusquée. Il faut dire également qu'à l'intérieur, il y a le jeune garçon qui décide de battre sur elle. La question de la violence, peut-être ce n'est pas conjugal, c'est vrai, mais c'est quand même une violence sur sa partenaire. Ce sont des réalités. Comment expliquer qu'aujourd'hui, qu'on ne soit pas marié officiellement avec quelqu'un et qu'on décide de battre sur cette jeune fille? Est-ce qu'on peut dire qu'elle dérangeait beaucoup? Je ne peux pas venir défendre cela, je suis désolée. Je pense que peu importe les problèmes que l'on rencontre sur le plan sentimental, sur le plan conjugal, on ne devrait pas lever la main sur sa partenaire. Oui, ça c'est vrai. Mais il y a aussi la dépendance affective qu'il faut combattre absolument. Lorsqu'on aime trop quelqu'un, qu'on devient peut-être envahissant ou envahissante, cela est également, ça amène à ce que notre valeur personnelle diminue. Parce qu'à l'intérieur, on a une jeune fille qui pouvait envoyer des messages rien qu'avec des nombres, rien qu'avec des chiffres. Rien qu'avec des points. Ça a peut-être le don d'énerver. Ça, je le dis comme ça. Alors, le livre est disponible un peu partout à Yaoundé et à Douala, on l'espère, pour la distribution en ce moment. En ce moment, la distribution, elle est uniquement à Yaoundé. Nous sommes en train de réfléchir dans quel sens la rendre disponible également à Douala. Dans d'autres villes camerounaises. Est-ce qu'on se dit, d'abord on parle de ce livre en premier et plus tard on verra dans quelles conditions on peut écrire un second, ou on a déjà un livre ou un manuscrit déjà en préparation quelque part?
on parle d'abord de ce livre, on le voit évoluer et plus tard on verra comment se lancer dans un autre projet. Donc pas d'autres histoires écrites jusqu'à présent. On Non. peut attendre. On peut attendre. D'abord les objectifs, est-ce qu'on peut dire que les objectifs sont atteints en ce moment? D'abord, vous souhaitiez parler du cancer du col de l'utérus, vous souhaitiez sensibiliser la jeune fille sur ces questions-là et d'autres. Est-ce qu'on peut se dire que l'objectif a été atteint en l'état actuel des choses? Oui, l'objectif a été atteint en l'état actuel des choses. Première dédicace à Yaoundé, y aura-t-il une seconde? Oui, il y aura une seconde, mais la date n'est pas encore calée. Toujours à Yaoundé? Non, pas à Yaoundé. Cette fois-là, à Ibolova? On réfléchit entre Ibolova, Douala ou même ailleurs. À Douala, il y a quand même beaucoup d'amis, on imagine, parce que c'est à Douala que vous avez, ou bien c'était à Yaoundé que vous avez passé finalement votre diplôme de docteur en médecine. C'était à Douala. Donc il y a forcément plus de connaissances là-bas. Oui. Et il paraît-il que Douala, c'est une ville d'une certaine façon prospère, financièrement. On espère que ça va bien se. Alors s'il fallait laisser un dernier mot à ceux qui nous ont écoutés cet après-midi, qu'est-ce qu'on va dire? Pourquoi est-ce qu'il faut lire ce livre absolument? Pour quelle raison? Ce livre et pas un autre? Il faudrait lire ce livre et pas un autre parce que en l'écrivant, j'ai essayé de rappeler tout ce qui est maladie, tout ce qui est situation frustrante pour les jeunes, la recherche de l'emploi, la recherche de statut, d'orientation. J'aimerais vraiment qu'il permette aux jeunes, aux étudiants, aux jeunes Camerounais et Camerounaises de se reconnaître et d'améliorer leurs conditions de vie. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à te lire, à lire ce livre. Il y a un net démarquage entre le personnage principal, qui elle est avocate. Alors, il y avait une dernière chose que je voulais savoir. Est-ce que Chloé écrit de l'outre-tombe? Enfin, je veux dire de l'au-delà. Parce qu'on a bien l'impression qu'à la fin, elle laisse comme un message qui pourrait faire croire qu'elle a écrit lorsqu'elle était décédée et qu'elle écrivait son livre comme un mémoire. Ou bien on garde le mystère. On garde le mystère. On va laisser donc le soin aux auditeurs de découvrir le livre. Petite fille Fusserée, si les auditeurs qui nous écoutent en ce moment ont besoin du livre, ils passeront directement vers nous et nous allons les rediriger vers vous. Moi, je vais déjà te remercier d'être passé à la radio. Je ne sais pas si tu retournes à Ibolova tout de suite ou dans quelques temps. Toujours est-il qu'on espère que au retour à Ibolova, les choses se passeront bien. Merci. On espère également qu'il y aura d'autres livres, sinon d'autres présentations de livres. J'ai dit vous avez 25 ans. Enfin, vous avez toujours 25 ans. Parce que nous sommes en 2025. En 2025. Allez, bonne suite et beaucoup de courage. Merci. Alors cet après-midi, nous étions à la découverte du livre qui a pour titre Petite fille Fusserée, un livre du docteur Rundi Désiré, une histoire percutante, intéressante. On va dire que l'intrigue amène d'abord à réfléchir sur les questions d'éducation de la jeune fille, sur les questions de santé et de médecine, également sur les questions de société, notamment avoir un enfant. Un livre véritablement que nous invitons à découvrir. Merci au roi Salmon qui était à la mise en onde de cet après-midi. Brian Bida a permis que l'on nous regarde à travers les différentes plateformes internet de la radio, Facebook en l'occurrence, et surtout sur l'application Royal FM à télécharger sur Play Store. La coordination éditoriale, c'était une affaire d'Ebel Blas Samari. Coordination centrale, Jean-Patient Sala, c'est le directeur général de la radio des auditeurs. La supervision générale, une affaire du reverend pasteur Emmanuel Noël Bissaï. Jean-Jacques Foucault, c'est mon nom.
Avec grand plaisir, je vous retrouve lundi dans le cadre d'une autre découverte livresque et certainement d'autres commentaires autour des livres qui vont arriver. Mais en attendant, Diplomatie en mode majeur s'installe dès cet instant. C'est lundi. Jean Passant Salah, bon après-midi. Bon après-midi, Jean-Jacques Foucault, à votre